Wilson a commencé à gérer la réserve Hennywire sur la péninsule de Banks lorsqu'elle a été établie en 1987. L'intention était de laisser la nature suivre son cours et de permettre à la Terre de redevenir une forêt indigène. En septembre 1987, Hugh Wilson, un botaniste de 60 ans, se tient au milieu de 109 hectares de terres agricoles épuisées sur la péninsule de Banks en Nouvelle-Zélande. Et là, il annonce à ses nouveaux voisins qu'il ne touchera pas aux ajoncs. Pas de pesticides, pas de bulldozer, pas de feu, pas de coupe. Il laissera pousser chaque hectare épineux et doré. 15 jours plus tard, une lettre paraît dans l'Akaroa Mail. Elle le traite d'imbécile et de doux rêveur. Que le ciel nous protège des gens comme lui, peut-on y lire. L'auteur prédit que la Terre sera ruinée en moins de 10 ans et que les graines d'ajoncs de la propriété de Wilson vont coloniser toute la péninsule, détruisant les exploitations agricoles de Christchurch jusqu'à la mer. 39 ans plus tard, le terrain qu'il a refusé de défricher s'est mué en 1700 hectares de forêt native en pleine renaissance. On y recense des centaines d'espèces végétales indigènes, des dizaines d'oiseaux autochtones et 47 cascades qui coulent désormais toute l'année. L'ajonc a presque entièrement disparu. Personne ne l'a arraché. Il a simplement été englouti par la forêt qu'il a lui-même contribué à faire naître. Voici l'histoire de la réserve d'Inewai, l'une des expériences écologiques les plus singulières de Nouvelle-Zélande et celle du botaniste qui a ressuscité tout un paysage sans jamais planter le moindre arbre. L'ajonc était classé comme plante nuisible en Nouvelle-Zélande depuis 1900 et la consigne officielle n'avait pour ainsi dire pas bougé en plusieurs générations, l'éradiquer par les produits chimiques, le feu, les engins mécaniques ou des coupes répétées. Le précédent propriétaire avait suivi ces recommandations à la lettre. Il avait arrosé les prairies de désherbant, raboté les pentes au bulldozer, déchiqueté les fourrés et brûlé des pare-feux le long des crêtes. Mais chaque agression remuait le sol, l'exposait brutalement au soleil et poussait les graines d'ajonc enfouies à germer. La plante revenait plus dense, plus vite et sur une surface toujours plus grande. Au bout du compte, plus de la moitié de la propriété fut engloutie sous un manteau impénétrable d'ajonc, tandis que la prairie qui se trouvait dessous agonisait. Le domaine avait purement et simplement vaincu son maître. La terre fut rachetée par le Maurice White Native Forest Trust. Maurice White était un comptable de Christchurch qui économisait sou par sou depuis 1967 pour protéger l'habitat des oiseaux indigènes. Comme ce n'était pas un botaniste, il embaucha quelqu'un qui connaissait la péninsule mieux que quiconque. Hugh Wilson avait passé des années à recenser la flore autour d'Aoraki Mount Cook et sur Stewart Island. Il avait également mené un inventaire botanique détaillé de la péninsule de Banks. Il savait qu'avant la colonisation européenne à grande échelle, une bonne partie de la région était couverte d'une forêt primaire, des sommets jusqu'aux rivages. À la fin du XXe siècle, la quasi-totalité de cette forêt originelle avait été rasée. Sous les ajoncs matures, abrités par un plafond d'épines, des pousses indigènes commençaient à émerger. Le kanuka, le mahoe, le fuchsia, le wineberry, le lemonwood et le five finger poussaient, sans avoir été plantés ni entretenus. Des espèces qui peinaient en pâturage découvert survivaient à l'intérieur même de la plante nuisible que les éleveurs s'évertuaient à détruire depuis des décennies. Wilson se mit à soupçonner que l'ajonc, loin d'empêcher le retour de la forêt, était peut-être en train de l'accélérer. L'ajonc est une légumineuse, cousine du trèfle et des haricots. Des bactéries autour de ses racines capturent l'azote de l'atmosphère et l'incorporent au sol. Sur des terres épuisées par le pâturage et l'érosion, l'ajonc peut restaurer la fertilité bien plus vite que bien des plantes locales. Sa croissance dense forme aussi une barrière physique. Les fourrés adultes peuvent grimper jusqu'à 3 mètres de haut et deviennent quasiment impénétrables pour les moutons, les bovins, les chèvres et les cerfs. Mais le plus important, c'est l'ombre que l'ajonc crée. Il pousse à toute allure en plein soleil, mais il est incapable de se régénérer sous une canopée fermée. À mesure que les tiges les plus vieilles s'alourdissent et commencent à s'affaisser, des trouées apparaissent. Le sol en dessous a déjà été enrichi et protégé. Des oiseaux transportent des graines indigènes jusqu'au cœur du fourré, tandis que le vent en dissémine d'autres. Des jeunes plants adaptés à l'ombre s'installent sous les ajoncs, s'élèvent à travers les ouvertures et finissent par les dépasser. Une fois que les jeunes arbres bloquent la lumière du soleil, l'ajonc s'affaiblit, meurt et se décompose dans le sol forestier. L'ennemi présumé devient une pouponnière éphémère pour ce qui va le remplacer. Wilson publia ses observations dans le New Zealand Journal of Botany en 1994, mais les fermiers de la région restaient sceptiques. Ils avaient passé leur vie à regarder l'ajonc envahir les pâturages, réduire les surfaces de pâture et résister à tout contrôle. Pour eux, laisser cette plante tranquille tenait de l'inconscience.
La réglementation locale obligeait toujours Wilson à débroussailler les bandes mitoyennes, alors il maintenait de fines zones dégagées le long des clôtures voisines. Au-delà de ces bandes, il laissait la succession naturelle suivre son cours. Chaque printemps, l'intérieur de Hinewai se teintait de jaune et chaque printemps, les fermiers alentours redoutaient une propagation. Puis, en 1988, la péninsule de Banks subit l'une des pires sécheresses depuis des décennies. Les pâturages voisins jaunissaient et le bétail peinait à trouver de quoi se nourrir. Wilson ouvrit les barrières d'Hinewai et permit à un éleveur voisin de faire paître ses bêtes affamées sur l'herbe restante. Ce fermier devint par la suite l'un de ses plus fidèles alliés. En 1991, le fonds d'acquisition acheta 870 hectares de la station attenante d'Otanerito, portant la réserve à plus de 1000 hectares. Wilson dut alors gérer des vallées encaissées, des crêtes, des ruisseaux, des sentiers, des clôtures, des animaux nuisibles et le risque d'incendie sur un territoire immense. Pendant des années, il ne posséda pas de voiture. Il parcourait régulièrement à vélo les 90 km aller-retour depuis Christchurch, avant d'emménager dans une petite cabane alimentée à l'énergie solaire au cœur de la réserve. Les ajoncs restaient hauts, denses et d'un jaune vif. Les arbres indigènes demeurèrent pour l'essentiel dissimulés en dessous. Wilson continuait de surveiller des points fixes, de répertorier les espèces et de publier ses recherches. Mais de l'extérieur, rien ne semblait vraiment changer. Puis, les plus vieux fourrés commencèrent à s'effondrer. Vers 1997, des taches de Kanuka et de Mao émergèrent au-dessus des ajoncs. Dans les ravines ombragées, des fougères arborescentes firent leur apparition. De jeunes pousses d'arbres natifs, invisibles depuis la route, percèrent la canopée. La métamorphose était inégale, mais elle ne laissait aucun doute. Un agriculteur du voisinage avoua plus tard qu'il s'était attendu à ce que le processus prenne 50 ans, à condition qu'il se produise un jour. Pourtant, en l'espace d'une dizaine d'années à peine, des arbres indigènes s'élevaient, là où ils n'avaient jamais soupçonné l'existence de la moindre plantule. Un cliché pris en 1988 montrait un pâturage blafard et un épais manteau d'ajoncs jaunes à travers la vallée d'Otanerito. Une photographie du même endroit, en 2016, révélait une forêt native refermée sur elle-même. Le Kanuka formait la canopée supérieure, les fougères arborescentes tapissaient le sous-bois et les ajoncs avaient quasiment disparu. Rien n'avait été planté entre les deux images. Les agriculteurs avaient vu juste sur un point essentiel à propos des ajoncs. Sur un sol pâturé, ils pouvaient régner de manière quasi indéfinie. Moutons et bovins dévoraient les jeunes pousses natives sitôt sorties de terre, tandis que les ajoncs survivaient derrière leurs épines. Les coupes répétées rouvraient alors le sol et encourageaient une nouvelle génération d'ajoncs. Wilson a changé le système plutôt que de lutter contre la plante. Il a retiré les animaux de pâture, contrôlé les chèvres, les cerfs et les possums, empêché les incendies et laissé la succession naturelle suivre son cours. Une fois la pression du broutage disparue, les jeunes pousses indigènes ont pu survivre assez longtemps pour dépasser l'ajonc. Il a appelé cette approche la gestion à interférence minimale. Cela ne signifiait pas abandonner la réserve. Les clôtures devaient être entretenues, les sentiers devaient être dégagés, les possums devaient être piégés. Une poignée de plantes invasives capables de supplanter la forêt en pleine renaissance exigeait un contrôle direct. Mais la stratégie centrale, c'était la retenue. Le Trust a consacré ses ressources à protéger la régénération naturelle au lieu de raser les coteaux et de planter des arbres issus de pépinières. Les résultats sont désormais visibles à travers tout Hinewai. En 2026, la réserve s'étendait sur environ 1700 hectares. On y avait recensé près de 350 espèces de plantes indigènes ainsi qu'une soixantaine d'espèces de fougères. Des oiseaux indigènes comme le tui, le mélifage carillonneur, le grimpeur brun, le xénique grimpeur, le kérérou et le faucon de Nouvelle-Zélande sont revenus ou se sont multipliés à mesure que la forêt gagnait du terrain. L'eau aussi a changé. Les collines nues et pâturées évacuaient rapidement la pluie, réduisant les ruisseaux à peau de chagrin pendant les périodes sèches. La forêt renaissante a ralenti le ruissellement, protégé le sol, accru l'infiltration et retenu l'humidité dans le paysage. Aujourd'hui, 47 cascades et ruisseaux couleraient toute l'année, contre une poignée seulement avant la reconquête forestière. La réserve a également commencé à produire de la valeur financière sans reconvertir la terre en pâturage. Crédit carbone, dons, visiteurs et sentiers de randonnée contribuent désormais à financer sa gestion. La forêt a grandi non pas parce que quelqu'un a planté des rangées d'arbres, mais parce que les conditions qui empêchaient les arbres de pousser ont été levées. Wilson avait prédit ce schéma des décennies plus tôt.
Dans son article de 1994, alors que l'agent recouvrait encore une grande partie de la réserve, il projetait que l'essentiel de Inewai deviendrait à terme une forêt indigène, seules les falaises exposées et les sites difficiles demeurant couverts de broussailles ou de touffes d'herbe. Le paysage social aussi s'est transformé. Les voisins qui redoutaient autrefois Inewai commencèrent à remarquer le retour des oiseaux indigènes dans leur propre vallée. Les miros et d'autres espèces s'étendaient à mesure que l'habitat gagnait du terrain. Des familles qui avaient critiqué Wilson se mirent à soutenir la réserve, à guider les visiteurs ou à la citer comme la preuve qu'une terre agricole abîmée pouvait guérir. Hugh Wilson a aujourd'hui plus de 80 ans et vit toujours à Inewai. Il continue de parcourir les sentiers, de surveiller la végétation et de rédiger et illustrer à la main le bulletin de la réserve. Des milliers de sympathisants reçoivent des nouvelles d'un homme qui a passé près de 4 décennies à démontrer que la restauration n'exige pas toujours une intervention brutale. On résume souvent son œuvre par ne rien faire, mais c'est passer à côté de l'essentiel. Wilson a accompli quelque chose d'extrêmement difficile. Il a su reconnaître quelle pression il fallait supprimer et quel processus naturel on devait laisser agir seul. Il a résisté aux pressions politiques, à la colère des riverains, aux conseils agricoles conventionnels et à la tentation de rendre la terre immédiatement productive. La preuve la plus saisissante demeure les photographies en vis-à-vis. En octobre 1988, le versant surplombant la vallée d'Otanerito met les herbes et ajoncs jaunes en descendant vers la mer. En octobre 2016, ce même versant disparaissait sous une forêt sombre et native. La position de l'appareil était identique. La ligne de crête était identique. Presque tout ce qui vivait dans le cadre avait changé. Aucune équipe de plantation n'a arpenté cette pente. Aucune machine ne l'a remodelée. Aucune campagne d'herbicides ne l'a nettoyée. La forêt est revenue parce que le pâturage a cessé, les animaux brouteurs ont été contrôlés, le feu a été exclu et l'ajon a pu remplir son rôle écologique jusqu'au bout. Pendant des générations, on avait traité cette plante comme la preuve que la terre était ruinée. Wilson y a vu le signe que la terre tentait de se réparer elle-même. L'ajon n'a pas disparu parce qu'on l'a vaincu. Il a disparu parce que la forêt l'a dépassé. Et après 39 ans, Hugh Wilson peut encore formuler l'affirmation la plus remarquable de l'histoire de la réserve d'Inewai. Il a restauré une forêt sans jamais planter un seul arbre. Si cette histoire a changé votre regard sur les terres abîmées et sur ce que la nature peut accomplir quand on retire les bonnes pressions, abonnez-vous. Une nouvelle histoire chaque semaine et laissez un like si cette vidéo en valait la peine.